Arthur, nous recevons Manon Aubry, député européen de la France Insoumise. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Bonjour à vous. Afin de lutter donc contre l'évasion fiscale, le Parlement européen, dans lequel vous siégez, a voté hier de nouvelles règles obligeant les grandes multinationales à déclarer publiquement les impôts qu'elles paient dans chaque pays de l'Union européenne. Concrètement, les entreprises aux revenus annuels dépassant 750 millions d'euros devront établir des déclarations publiques. Et cette transparence est censée permettre de vérifier que les impôts payés correspondent bien à des activités réelles et donc d'identifier des montages d'évasion fiscale. Ça, c'est sur le papier, Manon Aubry. Car concrètement, ce que vous nous dites, vous, c'est qu'il y a des failles qui vont clairement permettre à ces multinationales de passer à travers les mailles du filet. Oui, malheureusement, l'idée essentielle que l'on défendait depuis des années avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam, oui. Et ça fait une dizaine d'années qu'on défend ce concept de transparence. En gros, les évadés fiscaux, c'est un peu comme des vampires, ils détestent la lumière. Donc si on les met dans la lumière, ça devient visible. On n'attend plus des scandales qui reposent sur le courage de lanceurs d'alerte et on connaît enfin leur montage d'évasion fiscale. Sauf que l'idée initiale, qui est indispensable, a été dévoyée en introduisant deux failles principales dans le dispositif. La première, c'est que les entreprises n'auront à donner des informations sur leurs activités et les impôts payés que dans une quarantaine d'États. En gros, dans 80% des États dans le monde, elles pourront continuer à faire ce qu'elles veulent. Donc, autant vous dire que les montages fiscaux ont encore de beaux jours devant eux. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, ils ont introduit une deuxième limite qui fait qu'elles auront 5 ans pour publier leurs informations. Donc, on aura les informations que 5 ans après, si elles jugent que leurs informations sont soi-disant sensibles commercialement. Donc, vous voyez qu'en réalité, le résultat final est très loin de l'objectif annoncé. Et ça, c'est le fait d'une chose principale, et je termine là-dessus. Si le texte a été affaibli à ce point-là, c'est le résultat du lobby du MEDEF, puisqu'on a découvert dans les négociations auxquelles j'ai participé que la France a ni plus ni moins que copié-collé sa position sur celle du MEDEF, qui demandait précisément d'introduire ces deux failles et qui manifestement a obtenu gain de cause, malgré notre mobilisation, la mobilisation de mon groupe au Parlement européen. Alors cette directive adoptée hier par le Parlement, elle nous était pourtant présentée comme historique au mois de juin, au moment où un accord final a été trouvé entre les négociateurs des différentes institutions européennes. Vous venez un peu de l'évoquer, on a justement une enquête de Mediapart publiée ce matin sur les négociations qui ont lieu au sein des institutions européennes autour de ce sujet de la transparence fiscale. Mediapart qui a eu accès à 2500 documents secrets liés à ces négociations. Et ce que nous dit clairement le site internet, c'est que la France, depuis 20 ans, n'a cessé en fait de freiner des 4 fers pour ne pas avancer dans cette lutte contre l'évasion fiscale. Oui, malheureusement, il y a déjà un premier paradoxe, c'est quand même de négocier tous les dossiers liés aux questions d'évasion fiscale, dont le cœur du problème est l'opacité, et on négocie tous ces dossiers dans l'opacité la plus totale, donc sans aucune transparence. Donc il y a quand même un énorme problème. Et ce sur quoi pointe le doigt Mediapart, c'est un groupe qu'on appelle le Code de conduite. Je suis sûre qu'aucun de vos auditeurs n'a jamais entendu parler de ce groupe. Pourtant, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps sur les questions fiscales au niveau européen. C'est lui qui décide, par exemple, la liste européenne de paradis fiscaux. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans cette liste européenne de paradis fiscaux, il n'y a que 9 États, dont Palaos ou le Vanuatu, qui ne sont pas vraiment les grandes plaques tournantes de l'évasion fiscale au niveau international. Mais évidemment, il n'y a pas les véritables paradis fiscaux, les îles Caïmans, les Bahamas, Jersey, Guernesey, etc. Et dans ces négociations au niveau européen, oui, la France n'a cessé d'être un caillou dans la chaussure et de faire obstruction en faisant, y compris alliance avec des paradis fiscaux pour bloquer les avancées en la matière. Et le résultat, aujourd'hui, n'est pas surprenant quand on voit à quel point il est difficile d'agir contre l'évasion fiscale au niveau européen. Est-ce que vous, qui travaillez sur ce sujet de l'évasion fiscale depuis quelques années maintenant, vous avez eu accès à ce groupe d'experts dont on vient de parler? Vous les connaissez? Non, malheureusement. Alors, ce groupe, il existe depuis 1996, si ma mémoire est bonne. Et le Parlement européen, même bien avant que j'y siège, et depuis que j'y siège aussi, c'est un de nos sujets les plus importants, on a de cesse de demander des choses aussi simples que la composition et les comptes rendus. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses dans un cadre démocratique européen. Mais rien, absolument rien ne fuit, si ce n'est le résultat final
qui est par exemple la liste européenne de paradis fiscaux que je vous donnais à l'instant et qui est absolument ridicule et pas à la hauteur, et sur laquelle nous, les représentants démocratiques, nous n'avons aucune prise. Et ça doit finir parce qu'on ne mettra pas un terme à l'évasion fiscale si ceux qui décident n'ont eux-mêmes aucun intérêt à faire bouger les choses. Le dernier scandale des Pandora Papers, il révélait notamment qu'il y avait plus de 35 chefs d'État et ex-chefs d'État qui étaient directement impliqués. Et quand ces gens-là ont des représentants directs dans ces groupes, je pense le ministre de l'économie et des finances aux Pays-Bas, par exemple, qui était directement impliqué dans les Pandora Papers, ce ministre, lui, siège à ce type de réunion. Il est évident qu'il n'a aucun intérêt à agir contre l'évasion fiscale. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre la main, reprendre le contrôle sur ce groupe. Je pense, si vous voulez mon avis, qu'il faut complètement le dissoudre et remettre un cadre démocratique pour gérer les questions de lutte contre l'évasion fiscale au niveau européen. Alors, est-ce que ce texte, cette directive adoptée hier, elle contient au moins quelques avancées, selon vous ? Alors, c'est une victoire symbolique, je dirais, parce que pour tout vous dire, quand on a commencé à travailler sur la question de la transparence, c'était il y a une dizaine d'années, avec mes collègues d'ONG à l'époque, quand on avait avancé le principe de ce qu'on appelle le reporting pays par pays, donc qui est cette obligation faite aux entreprises de publier leurs informations sur leurs impôts payés dans tous les pays où elles sont présentes. On était pris pour des fous. Non, ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Bon, depuis, il y a eu énormément de scandales qui malheureusement nous ont donné raison sur la nécessité de ces informations. Et si vous voulez, c'est une brèche qui est ouverte. Et c'est une victoire qui démontre la nécessité d'avoir ces informations. Mais comme souvent, en fait, les libéraux, aidés par les lobbies, sont extrêmement bons en général pour voler les concepts, les principes, et les vider de leur substance. Le résultat étant qu'ils vont prétendre agir contre l'évasion fiscale en disant « mais regardez, vous avez eu ce que vous voulez, on a un reporting pays par pays ». Et derrière, on va leur dire « bah non, en fait, vous appelez ça vraiment de la transparence quand on a des informations uniquement pour 20% des États dans le monde, quand les entreprises pourront continuer à cacher leurs activités aux îles Caïmans, aux Bahamas, en Suisse, à Singapour, à Hong Kong. Bref, je ne vous fais pas la liste complète. Non, c'est absolument pas de la transparence. Mais avec ça, ils vont donner l'illusion d'agir, l'illusion qu'on a réglé le problème. Et tout le monde va oublier la question de l'évasion fiscale. On va certainement plus en parler dans les prochaines semaines, jusqu'au prochain scandale où là, on va se dire « ah ben mince, c'est vrai que quand même, on a encore des multinationales comme Amazon ou Facebook, des riches fortunes comme Bernard Arnault qui ne payent pas leurs impôts. » Bah oui, si vous faites rien, de fait, ils vont continuer à exploiter ce système qui est fait pour eux, tout droit fait pour eux, et qui leur permet aujourd'hui encore de se soustraire à leurs obligations, alors que vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, on paye nos impôts, on n'a pas de l'argent caché en Suisse ou ailleurs. C'est le fait d'une toute petite minorité, mais qui nous fait perdre des milliards d'euros chaque année. Et concrètement, dans le programme du candidat que vous soutenez pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il y a de concret pour lutter contre ce phénomène d'évasion fiscale? Qu'est-ce que vous entendez mettre en œuvre, les Insoumis, si vous arrivez au pouvoir en 2022? D'abord, je veux faire passer un message. Dans la lutte contre l'évasion fiscale, il n'y a pas de fatalité. Il y a des solutions politiques. Et on ne doit pas attendre que les 27 États membres, y compris avec des paradis fiscaux comme l'Irlande et les Pays-Bas, on se mette d'accord sur des mesures. On peut en mettre en place de manière unilatérale. Et je vais vous en donner quelques-unes pour lesquelles il faudrait une semaine pour les mettre en œuvre. Une liste crédible de paradis fiscaux qui liste l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, etc. Deuxièmement, cette transparence fiscale, elle n'a pas été faite complètement au niveau européen. Nous assumerons de le faire complètement au niveau français pour toutes les multinationales qui sont sur le sol français. Et enfin, le troisième étage de la fusée, qui serait celui qui serait le plus efficace, qui est ce qu'on appelle un impôt universel. Où que vous déplaciez votre argent, en fait, en réalité, on récupérera de manière unilatérale, en France, l'argent qui nous est dû en calculant le manque à gagner entre votre taux d'imposition au niveau international et ce que vous payez véritablement en France. Et là, oui, on aura les capacités, les moyens de récupérer les 60 à 80 milliards d'euros qui manquent chaque année à l'État français. Pour donner une idée, c'est l'équivalent du budget de l'éducation. Donc, on pourrait bien en faire des choses avec ça. Donc ça, c'est le modèle américain. Oui, ça existe en effet aux États-Unis de manière très concrète. Quand vous êtes un citoyen américain,
si vous allez travailler n'importe où dans le monde, ce que vous avez parfaitement le droit évidemment, vous devez quand même remplir des documents liés à votre citoyenneté et qui vous obligent à déclarer combien vous payez dans le pays où vous êtes. Et en gros, vous payez la différence avec ce que vous auriez dû payer si vous étiez sur le sol américain. Ça, on peut le faire pour les particuliers, mais aussi on peut le faire pour les entreprises, puisque les administrations fiscales, c'est des informations qui ne sont pas publiques, mais les administrations fiscales ont accès à ces informations liées aux bénéfices, au chiffre d'affaires, au nombre d'employés, qui nous permet véritablement de savoir où est-ce que l'entreprise a son activité économique réelle, et donc où est-ce qu'elle devrait être imposée. Et à travers ce système d'impôt universel que les États-Unis vont aussi mettre en place pour les entreprises, on peut récupérer une somme conséquente d'argent pour les finances publiques françaises. Et à l'heure où on se demande qui va payer la crise, ou à l'heure où le gouvernement et Macron font la chasse aux chômeurs, eh bien nous assumerons de plutôt faire la chasse aux évadés fiscaux. Alors vous prenez donc une action unilatérale, on l'a compris, de la France en la matière, et on imagine déjà que les entreprises françaises vont vous dire que ça va poser un problème de concurrence pour elles. Elles vont pas avoir les mêmes méthodes pour optimiser leurs revenus que leurs concurrentes européennes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Deux choses. D'abord, la concurrence aujourd'hui, elle est déloyale pour les petites entreprises. Vous prenez le bar au coin de votre rue. A priori, il n'a pas de filiale dans les paradis fiscaux, alors que Starbucks va en avoir. Je peux prendre un autre exemple. Votre librairie au coin de votre rue, en général, vous pouvez lui poser la question, ils n'ont pas de filiale dans les paradis fiscaux, alors qu'Amazon localise tous ses bénéfices au Luxembourg. Donc aujourd'hui, la compétition, elle est déloyale vis-à-vis des petites entreprises, et il s'agit de rétablir une compétition qui soit équitable entre les plus petites et les plus grandes entreprises. Et deuxième élément de réponse, aux entreprises qui menaceraient de quitter le sol français et le marché économique français, pensez-vous sérieusement qu'un jour Google ou Facebook ou Amazon vont se priver du marché économique français? Parce que même avec les impôts qu'on leur demanderait de payer, qui est juste une part équitable d'impôts, vous, moi, nous tous, nous payons leurs impôts, il n'y a pas de raison que les grandes entreprises n'en payent pas. En réalité, elles feront quand même des bénéfices et elles auront quand même un intérêt financier à être présentes sur le territoire français. Donc je pense que ça se passera très bien. Et comme nous, on ne fait pas les choses dans le dos, on annonce d'ores et déjà la couleur. Si nous sommes au gouvernement, oui, nous irons récupérer l'argent qui est planqué dans les paradis fiscaux, mais ça tombe bien, derrière, ça nous permettra, par exemple, je ne sais pas, de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, les pâtes, la farine, le sucre, etc. Ce que des millions de gens ont besoin et dont on aurait bien besoin certainement que les prix baissent, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout de même avancer au sein de ces institutions européennes? On évoquait tout à l'heure ce comité d'experts autour de ce code de conduite. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avancer, ou alors est-ce que l'institution Union européenne dans sa globalité telle qu'elle existe aujourd'hui est sclérosée et on n'arrivera jamais à progresser, à avoir des discussions qui arrivent véritablement à donner des résultats sur ce sujet de l'évasion fiscale? La difficulté sur ces questions au niveau européen, c'est que sur toutes les questions fiscales, il faut l'unanimité des États membres. Dit autrement, il faut l'accord de pays comme l'Irlande ou le Luxembourg pour avoir des mesures de lutte contre l'évasion fiscale. On a du mal à imaginer que ces États seraient d'accord avec ces mesures. Et donc, avec cette règle de l'unanimité, ça rend les choses extrêmement compliquées. Par contre, ce dont je suis convaincue, c'est que si demain, nous arrivions au pouvoir et nous mettions en place, par exemple, le dispositif que je vous décrivais tout à l'heure d'impôt universel sur les particuliers et les entreprises, alors on pourrait engager dans notre sillage d'autres États qui seraient intéressés de faire la même chose, voir que ça marche, et ça pourrait entraîner une dynamique, un cercle vertueux au lieu d'avoir un cercle vicieux comme on l'a à l'heure actuelle où les États se font la concurrence fiscale vers le bas, et ce serait plutôt une concurrence fiscale vers le haut, une coopération, et je suis convaincue que derrière des États comme l'Italie, l'Espagne et bien d'autres seraient intéressés par ce type de dispositif, et on pourrait même imaginer des coopérations renforcées qui entraîneraient, je l'espère, et en tout cas je le souhaite, à terme un maximum d'États membres de l'Union européenne. Mais ce dont je suis convaincue, c'est que si on attend que les 27 se mettent d'accord, alors on va continuer à perdre chaque année des centaines de milliards d'euros. Et ça, je ne m'y résous pas. Et d'où le fait que nous proposons d'avancer en attendant unilatéralement, en espérant bien sûr être un maximum dans les années qui viennent.
Parce que autour des discussions autour de la directive qu'on évoquait tout à l'heure, vous n'avez pas senti beaucoup de possibles avancées avec vos confrères députés européens des différentes oppositions? Malheureusement, ce que je regrette, c'est que les autres groupes européens, si vous voulez, ont refusé de mener la bataille, ont lâché très vite et ont accepté les demandes qui étaient formulées par les États membres, et notamment la France, d'introduire ces failles dans le dispositif, alors même que le Parlement européen avait été plus ambitieux. Et donc, c'est vrai que je le regrette, notre groupe a été le seul à déposer des amendements pour revenir sur les failles de ce dispositif et proposer une transparence qui s'applique véritablement à l'ensemble des pays du monde et à l'ensemble des paradis fiscaux. Trop souvent, si vous voulez, le compromis l'emporte sur l'efficacité du dispositif et en la matière, malheureusement, il sera loin de porter tous les fruits attendus. Merci beaucoup Manon Aubry. Je rappelle que vous êtes député européen, vous l'avez rappelé, vous avez travaillé pour l'organisation caritative Oxfam. Et si vous voulez réagir au propos de notre invité, 0826 300 300. Dans un instant, on évoque le cas libyen. Une conférence internationale est organisée aujourd'hui en France autour d'Emmanuel Macron pour évoquer la Libye. Vous savez, pays instable 10 ans après la mort de Mouammar Kadhafi. À tout de suite.